intervenants suivantes. Cécile Nabel, de la Sorbonne Université, du service de parasitologie et mycologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui va nous présenter, alors cette fois, une application de spectrométrie de masse PALIA pour la surveillance des arthropodes. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au comité de m'avoir invité à cette journée. Je suis vraiment contente de voir aussi cette communauté SAPS qui est nouvelle pour moi, puisque donc, je suis du milieu médical hospitalo-universitaire. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous parler de cette technologie de spectrométrie de masse MACDITOF. Vous allez voir que c'est une méthode qui est utilisée en routine en microbiologie depuis des années pour identifier que ce soit des bactéries ou des champignons. Et vous allez voir qu'elle a un potentiel, en particulier couplé avec l'intelligence artificielle, pour la surveillance des arthropodes en entomologie médicale. Alors vous savez, donc, le contexte actuel des changements globaux fait qu'on a un besoin vraiment urgent de surveiller les arthropodes hématophages, les arthropodes vecteurs, et donc on a besoin d'outils pour organiser cette surveillance, des outils qui soient faciles d'utilisation, qui soient performants et qui puissent être utilisés à grande échelle pour pouvoir identifier les espèces invasives et les potentiels futurs vecteurs émergents. Donc aujourd'hui, dans la boîte à outils pour caractériser et identifier les arthropodes, on a les méthodes que vous connaissez de morphotaxonomie, qui sont les méthodes qui restent le gold standard, mais qui demandent une expertise importante et qui sont difficilement applicables quand on a des spécimens qui sont abîmés et qui peuvent être assez longues aussi. Et puis en alternative, des méthodes moléculaires qui sont performantes, mais qui peuvent être coûteuses quand on a de larges échantillonnages, et c'est souvent le cas en entomologie médicale. Du coup, en fait, on a des méthodes numériques qui sont développées pour faciliter et automatiser l'identification des arthropodes. Donc ça se développe de plus en plus. Pour l'instant, elles ne sont pas encore vraiment utilisées en routine, mais on a vraiment des outils qui sont... Enfin, c'est le début de l'utilisation en routine, en particulier des méthodes de reconnaissance d'images donc avec de l'intelligence artificielle, donc computer vision. Ces méthodes, elles ont déjà été intégrées dans des pièges acoustiques, par exemple. Donc c'est le début, on commence à les utiliser pour la surveillance. Il y a aussi l'analyse de fréquences de battement d'ailes par des capteurs en intelligence artificielle. Ça a aussi été intégré dans des pièges pour la surveillance. La spectroscopie infrarouge ou encore la spectrométrie de masse. Alors comment la spectrométrie de masse peut révolutionner, on va dire, la surveillance des arthropodes? Donc c'est une méthode qui consiste à réaliser une empreinte protéique. Et cette empreinte, qui est constituée par un spectre de masse, elle va être spécifique d'un organisme. Donc ça peut être une espèce, mais pas seulement. Ça peut être aussi un état physiologique, une souche, donc d'un organisme donné. Et comme je l'ai dit, donc c'est une révolution en microbiologie clinique. Et on a un développement qui est récent pour la caractérisation des arthropodes. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Pour identifier un arthropode, eh bien, on va commencer par faire une dissection d'une partie anatomique pour avoir un spectre qui ne soit pas trop complexe et qui soit reproductible. Donc en général, on choisit la tête, le thorax ou les pattes, ça va dépendre de l'arthropode. On va réaliser une extraction des protéines et ensuite on va acquérir un spectre de masse qu'on va pouvoir visualiser. Et pour pouvoir obtenir une identification, on utilise une banque de spectres qui est constituée par des spectres de référence pour lesquels on a une identification qui est fournie avec des méthodes conventionnelles. Donc ça va être la morphotaxonomie, ça va être la biologie moléculaire. Et donc on pourra identifier via un algorithme de matching, un système expert, qui va comparer la position des pics et fournir un score d'identification en quelques minutes. Mais bien sûr, le point important, c'est qu'il faut que les références, les bases de données, soient les plus complètes possibles pour avoir l'identification, de la même manière que lorsqu'on utilise des banques moléculaires comme GenBank. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de cette technique? Donc, parmi les avantages, on a une faible
une faible difficulté technique, la rapidité, la robustesse, le fait qu'on puisse utiliser cette méthode sur des spécimens qui sont endommagés, et aussi un avantage, c'est qu'on peut identifier tous les stades de l'œuf jusqu'à l'adulte en passant par les larves, et un coût technique de 1 à 2 euros par spécimen. L'instrument, donc le spectromètre de masse Maditov, comme je vous l'ai dit, il est utilisé aussi en microbiologie, donc il peut être partagé via des plateformes en fait, avec d'autres laboratoires pour une utilisation aussi pour la surveillance des arthropodes. Parmi les inconvénients, on a la sensibilité aux conditions de stockage. Par exemple, l'éthanol va détruire les protéines et en entomologie, on a tendance à conserver l'arthropode dans l'éthanol, donc ça demande de changer un peu les pratiques. Il faut ajuster les protocoles en fonction de l'arthropode qu'on veut identifier. C'est une méthode destructive. Une fois qu'on a extrait les protéines, on ne peut pas réutiliser ce matériel-là, mais par contre, on peut utiliser les autres parties anatomiques. Et on travaille uniquement sur des individus uniques et pas sur des poules, donc c'est un peu plus long pour effectuer les analyses, contrairement à de la métagénomique. Mais le plus gros inconvénient, la plus grosse limite actuelle, c'est qu'il y a peu de données disponibles pour la communauté. Parce qu'il n'y a pas de banque commerciale, contrairement aux banques d'identification des bactéries ou des champignons. Et donc on a on contribue à développer une solution qui est ouverte, c'est via la plateforme en ligne MSI pour Mass Spectrometry Identification, donc la Sorbonne Université et à la PHP, donc l'hôpital de Paris. Cette plateforme avait été créée au départ il y a plus d'une dizaine d'années pour l'identification des champignons, et donc en milieu hospitalier universitaire. Et donc là, on l'élargit aux arthropodes depuis quelques années. Donc le but étant de créer un outil qui soit collaboratif, qui soit accessible à tous, pour pouvoir partager ces banques de spectres et les rendre accessibles pour faciliter la surveillance des arthropodes. Donc on a déjà mis en ligne un certain nombre de bases de données via des collaborations. Et vous voyez ici comment se présentent les résultats sur la plateforme. Et je voulais illustrer ici les difficultés qu'on peut avoir avec des algorithmes classiques de matching, qui sont ceux qu'on utilise pour les identifications d'espèces. C'est que quand les espèces sont très proches, les spectres sont vraiment très similaires. Et donc ces algorithmes-là vont avoir du mal à distinguer les espèces proches, comme ici, c'est le cas ici, avec les espèces du complexe Gambier. Vous voyez qu'on a des scores d'identification entre le premier hit et le deuxième qui sont très proches, et on a des espèces qui sont différentes. Donc on a une résolution qui est limitée avec ces algorithmes classiques, et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Ici, vous avez une illustration avec ce dendrogramme qui va regrouper les spectres en fonction de la similarité protéique. Et donc vous voyez qu'on a les différentes espèces du complexe qui sont mélangées avec des clusters qui regroupent ces différentes espèces. Et donc ça illustre bien la similarité protéique. Et avec un algorithme classique de matching, qui est l'algorithme Bruker, on avait 75% d'identification correcte entre 3 espèces du complexe Gambier. Donc, besoin de développer des algorithmes qui soient plus performants pour discriminer des espèces proches. Et donc, les outils de bioinformatique, en particulier le deep learning, permettent de développer des applications plus complexes avec le Maditov, au-delà de l'identification d'espèces, avec soit la distinction d'espèces très proches, ou encore l'évaluation de la physiologie de l'arthropode, en particulier l'infection à pathogène, les antécédents de repas sanguins ou encore l'âge. Ici, vous avez une illustration de la proximité entre les profils qu'on peut avoir. Ici, c'est un anophèle qui était infecté à Plasmodium, ici non infecté. Vous voyez des profils assez proches, peut-être des variations d'intensité de pic. Et donc, on entraîne un algorithme d'IA avec des spectres qui sont annotés, par exemple infecté, non infecté. L'algorithme va ajuster tout seul ses paramètres en fonction de la prédiction qu'il doit fournir. Et pour cela, donc, on utilise différents sets de données,
le set d'entraînement et de validation, et un set de tests qui est totalement indépendant, qui va permettre de fournir une prédiction et d'évaluer les performances. Et donc, comme preuve de concept, on a commencé à travailler sur des anophèles d'élevage, donc Anopheles stephensi et Plasmodium bergii, donc un plasmodium de rongeur, pour évaluer la prédiction de l'âge, des antécédents de repas sanguins ou encore de l'infection à Plasmodium, avec deux expériences différentes et un modèle de deep learning qui est un CNN, un réseau de neurones convolutif. Donc en collaboration bien sûr avec les ingénieurs en intelligence artificielle, donc en particulier Xavier Tanier au LIMIX, et donc avec le CIMI aussi Paris pour l'élevage. Et donc pour cette première preuve de concept, je vous ai présenté, on avait testé différentes parties anatomiques, les meilleurs résultats qu'on avait obtenus. Donc pour la prédiction de l'âge, on avait 73% en moyenne d'exactitude avec différentes catégories d'âge. Le repas sanguin, 89% d'exactitude pour discriminer entre un anophèle qui avait déjà été gorgé et un anophèle non gorgé. Et puis pour la prédiction de l'infection à Plasmodium, 78% d'exactitude. Et on avait mis en évidence des biomarqueurs, donc des pics dont l'intensité varie en fonction de l'âge, intensité croissante ou décroissante. Donc pour la première fois, on a montré que les réseaux de neurones étaient capables de reconnaître des motifs dans les spectres de masse, Malditov, qui peuvent être spécifiques d'un état physiologique et pour des paramètres qui sont imbriqués et qui sont complexes, puisque là on avait différents âges des gorgés, non gorgés, infectés, non infectés. Et la question qui se posait ensuite était de savoir est-ce que ça fonctionne maintenant sur les anophèles de terrain avec la variabilité génétique qu'on peut avoir et les conditions de conservation, de transport, etc. Et donc on s'est focalisé sur l'âge des anophèles de terrain, parce que c'était aussi un paramètre très important en entomologie, comme vous le savez, puisqu'il y a un temps d'incubation du plasmodium chez l'anophèle, et seuls les anophèles les plus âgés peuvent transmettre. Donc l'âge est un déterminant de transmission majeur. Donc au Sénégal, on a prélevé des larves, collecté des larves dans deux sites distants de 200 km, d'Anopheles arabiensis. Vous voyez que la cohorte contenait 251 moustiques et on a réalisé 2763 spectres, qui restent des quantités de spécimens qui ne sont pas énormes. Et donc ils étaient élevés en insectarium, sacrifiés à différents âges, pour avoir des âges connus. Et on a testé différentes méthodes de deep learning. Donc là, on a voulu tester différents modèles. Donc avec une doctorante qui s'appelle Moshi Mohamed, qui s'est occupée de la partie IA. Donc on a testé un CNN classique, et puis un TCM, donc un réseau de neurones qui va plutôt détecter des variations temporelles, et donc qui a un filtre qui est différent du réseau de neurones convolutif. On a parlé de filtre tout à l'heure, donc j'en profite pour le montrer. Et l'originalité là était de tester différentes méthodes de prédiction. Donc au départ, on avait fait de la classification, dans la première preuve de concept, et là, pour essayer d'affiner l'estimation de l'âge, on a testé différentes méthodes, le ranking qui va tenir compte de la chronologie, et puis la régression qui va donner un âge avec des valeurs linéaires et qui va pouvoir permettre de donner une prédiction en jours. Et quand on visualisait les données, donc on a fait une analyse de clustering, on a vu qu'il n'y avait pas de cluster donc entre les anophèles qui venaient des deux sites. Donc malgré la variabilité génétique, ils étaient bien regroupés, donc ça laissait supposer qu'on allait pouvoir généraliser les données d'un site à l'autre. Et on avait même des marqueurs d'âge qui étaient communs entre les deux sites. Et donc, en entraînant avec le site correspondant, on avait 1,64 jours de précision, enfin d'erreur moyenne sur l'estimation de l'âge pour un des panels qui contenait le plus de spécimens, et 2,6 pour l'autre panel, donc une prédiction qui est très précise, et on avait même une généralisation des résultats d'un site à l'autre en entraînant sur un site et en testant sur l'autre, avec une erreur qui allait de 3 à 4 jours, sur donc une survie de 30 jours environ. Donc à venir, donc, il faudra tester sur d'autres populations d'anophèles,
plus distantes, sur d'autres espèces du complexe gambier, pour voir si on peut généraliser, et aussi sur des anophèles qui auront vieilli sur le terrain dans des conditions donc semi-sauvages. Et pour repousser encore plus les limites, donc on a testé encore d'autres, donc Noshin a testé différentes représentations spectrales, différents modèles, et on a pu améliorer les performances d'identification, en particulier donc des espèces du complexe gambier dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on arrive à 95% d'exactitude. Donc on est passé de 75 à 95, et ça vous montre là vraiment la puissance de ces modèles. On a confirmé la robustesse de la prédiction de l'âge avec différents modèles qui nous donnaient encore 2 jours de précision. Donc l'initiative évolue, on a de plus en plus de collaborations, que ce soit avec des vétérinaires, des écologues, pour constituer des banques de spectres d'espèces vecteurs, vectrices, et puis de potentiels vecteurs, et une étude sur l'éthique pour estimer la survie, donc comme on l'a fait avec les anophèles, mais avec l'éthique, en couplant Malditoff et IA, pour voir si on peut estimer la survie d'éthique, l'âge d'éthique, et l'hôte du repas de sang. Donc en conclusion, le Malditoff est une méthode qui est adaptée au monitorage des arthropodes. Le deep learning a ouvert une voie vraiment prometteuse avec plein d'applications différentes qu'on va pouvoir décliner pour différents arthropodes. Donc des applications qui vont dépasser la simple identification d'espèces. Et la plateforme MSI a vraiment un fort potentiel pour la surveillance de ces arthropodes, que ce soit les vecteurs, les non-vecteurs, pour étudier aussi la biodiversité afin d'anticiper les émergences. Je vous remercie de votre attention.